Nationale alternative démocratique, un nouveau parti pour les élections ou effondrement de l'USFP, un débat que nous allons mener avec Tariq Belge, maire d'Agadir et coordinateur de la commission préparatoire du parti alternative démocratique. 9h07, on se retrouve dans une poignée de secondes. Bonjour à notre ami à la réalisation Mourad Rdiri, Majbouchou Hajaberri pour la cellule prod, et c'est parti pour les matins luxe de ce mercredi 15 juillet 2015. Excellent réveil sur Lux Radio. Lux Radio. La scène politique nationale devra composer dans les jours qui viennent avec un nouveau venu, Al-Badil Démocratie Alternative Démocratique, fruit d'une scission au sein du Parti de la Rose, l'historique USFP. Les fondateurs de cette nouvelle structure sont loin d'être d'illustres inconnus, bien au contraire, nous avons affaire là à des ténors connus et reconnus de tous qui ont choisi de quitter leur formation initiale après s'être opposés au secrétaire général Driss Lashgar. Une fois la paperasserie administrative achevée, et elle est en voie de l'être, la présidence devrait, selon certains observateurs, revenir à l'actuel maire d'Agadir, Tariq Belge. Justement, nous le recevons ce matin pour nous détailler les buts et les objectifs de ce nouveau parti qui, il faut l'avouer, arrive dans un timing assez particulier, à savoir celui des communales le 4 septembre prochain. Alors, alternative démocratique, nouveau parti pour les élections ou alternative réelle devant la multiplicité des formations politiques existantes? Tout de suite, le débat. L'actualité en débat jusqu'à 11h, les matins luxe. 9h09, on parle donc de ce nouveau parti qui doit voir le jour dans quelques temps. Tariq Belge, maire d'Agadir, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation au débat ce matin. Bonjour et merci à Lux Radio pour nous donner cette occasion d'exposer un peu nos idées. Voilà, vous êtes coordinateur, je le disais, de la commission préparatoire du Parti alternatif démocratique. Alors, première question, c'est de savoir, bien évidemment, où en est arrivé, justement, ce parti dans sa constitution, d'un point de vue purement légal. Bon, merci. Donc, nous avons, depuis presque un mois, fourni à l'intérieur l'ensemble des pièces constitutives du nouveau parti, c'est-à-dire d'abord un nombre d'adhérents, mais aussi ce qui est l'ébauche du programme politique et des statuts futurs du parti. Sachant que ces documents-là sont dans les discussions aujourd'hui parmi nos membres. Et donc, ce dossier est en cours. Nous attendons la réponse. On espérait une réponse un peu plus avant le terme d'un mois officiel. Malheureusement, il n'y a pas eu de réponse claire à ce niveau-là. Et vous jugez, Tariq Belge, qu'il était nécessaire aujourd'hui de créer un nouveau parti plutôt que de rassembler tous ceux qui ne sont pas d'accord, on va dire, avec l'actuel secrétaire général de l'USFP, les réunir et intégrer une formation déjà existante qui en tout cas, partagerait les mêmes valeurs que vous. C'était nécessaire de créer une autre structure alors que nous avons déjà une trentaine de partis politiques. Alors pourquoi, justement? Oui, justement, là, vous posez un problème de fond. Il y a 30 partis politiques au Maroc, c'est trop. Un de plus. Un de plus, oui, malheureusement. Je fais partie de ceux qui n'envisageaient absolument pas de quitter l'USFP, mais de se battre au sein de l'USFP pour qu'il y ait une véritable démocratie, un véritable débat, une gouvernance tout à fait différente du parti. Malheureusement, on a eu affaire à des blocages systématiques, et en particulier en tout ce qui concerne la restructuration des différentes provinces au niveau national, où la direction actuelle du parti a imposé ces hommes à tous les niveaux. Mais Tariq Belge, oui. C'est-à-dire aujourd'hui, pour vous, aucun parti sur l'échiquier politique national ne vous donne satisfaction au-delà du problème ou des problèmes que vous avez pu avoir avec Driss Lashgar. Est-ce que sur les 30 partis qui restent, aucun ne vous a donné satisfaction? Nous avons des relations personnellement très cordiales avec les partis de la gauche. Oui. Une gauche qui d'ailleurs a trouvé ses origines au sein de l'USFP pour la plupart. Ce sont des scissions successives depuis une vingtaine d'années, ce qui prouve que le mal ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, il y a un peu une histoire un peu différente. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'aussi qu'on s'inscrive dans le paysage en tant que mouvement nouveau, avec aussi une approche peut-être nouvelle, en ce qui concerne notamment la démocratie et l'ouverture pour une véritable démocratie participative. On ne croit plus, nous, à un parti qui a la vérité, mais je pense que des débats importants au niveau de la société est important. Nous avons une société civile dynamique, nous avons des gens qui ont des idées très innovantes. Eh bien, un parti doit d'abord écouter, doit aussi attirer vers lui tous ces gens qui, jusqu'à présent, ne veulent pas faire le pas d'aller vers un parti.
Donc ça, je pense, c'est une question qui est fondamentale pour nous. Bon, il est clair que nous avons, je vous dis, des points importants qui nous unissent. Et ce qui est dommage, c'est que les partis de la gauche ont fait un certain nombre d'erreurs tactiques en refusant de la participation aux élections. Parce que je considère que les élections, c'est fondamental, si on croit en la démocratie. Et la démocratie, c'est donc... les élections, c'est aussi un moment dans lequel, un moment fort, dans lequel il y a un contact avec les populations, avec le peuple. Bien sûr, le contact doit être permanent et non pas épisodique. Alors, je pense qu'un petit peu ce que je reproche à mes amis, c'est un petit peu de s'être enfermé dans des chapelles, dans des blocos, et n'avoir pas su s'ouvrir suffisamment sur la population. Alors, avant de revenir au programme, peut-être une première réaction de Redouan Fadel. Vous voulez réagir peut-être déjà à la création de ce parti dans ce paysage suffisamment riche, justement en formation politique, et finalement reprendre et revenir sur ce que nous a été dit par notre invité aujourd'hui, Tariq Baj, maire d'Agadir et coordinateur de la commission préparatoire du parti Alternative Démocratique. Alors est-ce que finalement ces communales n'arrivent pas un peu trop tôt pour votre nouveau parti, parce qu'il reste très peu de temps finalement pour se positionner? Et puis, quelles vont être les orientations, en tout cas le programme que vous allez développer pendant ces futures élections? Certainement, hein, nous sommes... Est-ce qu'il faut qu'il y ait un report? Est-ce que vous appelez un report ou pas ou... On n'est pas en mesure d'appeler un report. C'est bien, s'il y a un report, ça peut être intéressant pour notre parti. Le problème, c'est que nous avons tardé à décoller. À lancer la procédure, et cela pour différentes raisons, parce qu'aussi beaucoup de camarades étaient hésitants jusqu'au dernier moment pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, en termes donc de programme, je pense que quand on parle de gestion communale, ça veut dire que c'est un pacte, c'est un contrat qu'on doit avoir avec la population, et je crois que le rôle premier d'un élu, c'est donc apporter des solutions pour améliorer la vie quotidienne des citoyens. La ville marocaine a évolué de façon désastreuse ces 20 dernières années. Certes, il y a eu des flux migratoires venant des campagnes, mais ça ne suffit pas à expliquer tout. Dans nos villes, on n'a pas du tout pensé à ceux qui y vivent. On vit dans une ville pour travailler, mais on est aussi dans une ville pour avoir des loisirs. Il y a des enfants, il y a des femmes, des jeunes et moins jeunes. Tout à l'heure, vous parliez de sport entre vous. Écoutez, je ne sais pas ce que vous avez pu jouer hier les structures à Casa, ou alors comment ça vous a coûté. Ouais. Bon, aujourd'hui dans la ville d'Agadir, il y a des structures publiques dans tous les quartiers, et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire pour nous, c'est fondamental, et c'est ce qui nous démarque peut-être d'autres élus, et ça c'est une donnée qui doit être fondamentale dans nos projets, c'est créer des espaces publics, des espaces de qualité, proches des lieux d'habitation, pour toutes les générations, aussi bien dans le sport que dans la culture, etc. Juste un point, vous ne semblez pas fermer la porte à un rapprochement avec le PJD. Et je voudrais juste reprendre quelque chose que vous avez dit qui me semble extrêmement important, parce qu'on est effectivement dans un cadre démocratique aussi de la gestion locale, une chose à laquelle les citoyens sont très intéressés. Vous avez dit, il faut... nous ne serons pas un parti qui détiendra la vérité, nous montrerons qu'il n'est pas indispensable d'avoir un référentiel religieux pour être honnête. Comme il a été démontré dans la pratique que ce référentiel n'est toujours pas un gage d'honnêteté. Alors, est-ce que vous pensez aussi que c'est là le gros problème du divorce entre les citoyens? Certainement. Et la gestion communale, mais d'une manière générale, avec les politiques, cette idée qu'il y a un manque de probité et d'honnêteté? Certainement, il y a un manque de gouvernance dans la chose publique, il y a un manque de probité, et là nous l'avons montré au niveau de la ville d'Agadir, c'est qu'on peut gérer d'une façon parfaitement claire, et sans corruption. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de la corruption dans l'administration locale, il y a toujours c'est tout à fait, malheureusement, quand les gens sont mal payés, on peut essayer de toujours trouver des interprétations à cela. Le fait est que ce qui est important, c'est de mettre en place les procédures administratives qui permettent effectivement de limiter la casse et de pouvoir contrôler ce qui se fait. Si je prends le cas de l'urbanisme aujourd'hui, nous avons mis en place des procédures, un système informatique qui permet de connaître en temps réel où se trouve un dossier. Et il n'y a plus aujourd'hui ce qu'on avait autrefois, c'est de samsara, là, qui tournaient autour de la commune comme des vautours, pour essayer donc de faire passer tel ou tel dossier. Ça c'est terminé. Donc si vous voulez, on peut faire des pas en avant dans la gestion locale, important. Alors, comme je dis, il n'y a pas le référentiel religieux. Vous savez, on peut être
religieux, croyants, et puis aussi être malhonnête. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, et ça c'est général à travers le monde, quelles que soient les religions. Donc voilà, maintenant en ce qui concerne le PJD, nous gérons ensemble depuis 2009 la ville d'Agadir. Ce qui nous a amené à nous retrouver, c'est effectivement le fait qu'il y avait une cassure au niveau des partis qui s'étaient présentés en 2009, entre ceux qu'on appelait nous les corrompus, les gens qui cherchent, en venant à diriger la ville, cherchent des intérêts absolument personnels. Et là, on s'est retrouvé sur des questions d'abord d'éthique politique au niveau de la gestion locale. C'est comme ça qu'on a travaillé ensemble. Et je dois dire que ça s'est bien passé. Mais aussi, ce qui est important, c'est que pratiquement depuis 2011, au niveau de la gestion locale, même l'opposition, disons, vote avec nous l'ensemble des lois ou des textes que nous présentons au niveau des sessions des conseils, et en particulier en ce qui concerne les budgets. Et toutes les grandes orientations, tous les grands projets sont votés à l'unanimité. Bon, la dernière session, nous l'avons souligné avec un petit sourire, c'est que l'USFP qui a géré depuis 2016 la ville d'Agadir, a disparu des écrans. Les 4 ou 5 membres qui sont restés à l'USFP. Vous avez dit 2016. 2007. 2007 1976. Voilà. 1976. Et bien tout simplement, ils ont beaucoup été à la session, et donc on peut enregistrer aujourd'hui l'absence et peut-être la fin de l'USFP à Agadir. Mélanie Fraxili. Oui, alors bon, les élections locales, nonobstant votre rôle actuel de maire d'Agadir, m'intéressent moins que les législatives, parce qu'en effet, je pense que vous arrivez juste à la dernière minute pour les locales, oui. Et puis que l'on sait au niveau local aussi l'importance pour le coup des personnes. Donc votre campagne sera probablement plus basée sur votre bilan, non pas en tant que nouveau parti, mais en tant que ex-maire d'Agadir pour les prochaines échéances au niveau local. Par contre, pour les prochaines législatives, c'est là que, globalement, vous allez potentiellement démontrer et déployer ce que vous êtes, a priori. En tout cas, ça paraît logique. Dans ce cadre, moi, j'ai fait un petit peu de recherche, ne serait-ce que sur le nom, Alternative démocratique. C'est quand même un nom qui est assez particulier. Il est porté par plusieurs autres partis dans le monde, qui sont tous, bien sûr, qui se réclament tous d'ailleurs de la gauche, d'une gauche qui, ceci dit, au niveau européen est généralement écologiste, et qui, par ailleurs, est opposée au libéralisme économique dans son ensemble. Donc c'est quand même une gauche qui est assez marquée, et qui n'est pas du tout marquée au centre. Est-ce que c'est ce que vous avez l'intention, c'est une question en tout cas qu'on peut se poser, est-ce que c'est l'intention que votre parti souhaiterait développer? Et dans ce cadre, ça me paraît compliqué d'ailleurs d'envisager des alliances si simplement que ça avec le PJD, parce que le PJD, lui, en dehors de son conservatisme, est ultra-libéral, il faut bien le dire. Al-Qabaj, maire d'Agadir, coordinateur de la commission préparatoire du Parti alternatif démocratique. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que le PJD est un parti profondément libéral. L'exemple au niveau de la santé, par exemple, où c'est l'encouragement des cliniques privées. Je suis pas contre les cliniques privées, mais ça ne doit pas se faire au détriment de la santé publique. Et c'est là aujourd'hui ce à quoi nous assistons, c'est toujours une dégradation du système de santé. Ce qui est plus grave encore, c'est l'enseignement. L'enseignement vit une crise, alors on dit une crise, mais il y a eu la commission en 2000 sur l'enseignement avec monsieur Belfray, qui a fait un travail remarquable sur la situation de l'enseignement, mais toutes les recommandations n'ont pas été prises en considération. Alors aujourd'hui, un pays ne peut se développer que s'il y a un enseignement public fort et non pas un enseignement à 2 vitesses. Donc ça, si vous voulez, ce point de vue-là, je suis absolument contre ce libéralisme à outrance qui va à l'encontre des intérêts du peuple marocain. Une autre chose aussi, si on revient par exemple à la question de gestion déléguée, nous au niveau de la ville d'Agadir par exemple, nous avons refusé un certain nombre de gestions déléguées, notamment tout ce qui est ordures et propreté. Alors, la ville s'en porte très bien, on gère par nous-mêmes, donc je pense qu'aujourd'hui le service public est fondamental, il est au service des citoyens, avec bien sûr il faut la qualité, mais aussi un coût. Une autre chose que vous avez, qui est importante pour moi, c'est la question de l'environnement. Alors aujourd'hui, si on ne prend pas en considération la donnée du changement climatique, qui touche en fait tous les pays du Sud en particulier, le changement climatique, comme vous le savez, est dû à la gabegie, à la gestion aberrante pendant plus de 200 ans, qui aujourd'hui fait que
l'effet de serre, les gaz à effet de serre jouent un rôle déterminant dans ce changement. Et ce changement touche les pays du Sud. Aujourd'hui, s'il y a beaucoup de populations qui migrent de l'Afrique vers l'Europe, c'est bien parce qu'il y a un problème. Il y a les guerres, c'est vrai, mais il y a aussi la question de l'eau, la question des ressources pour ces populations, qui font qu'aujourd'hui, on migre du Sud vers le Nord. Donc notre pays aujourd'hui doit prendre en considération cette dimension du changement climatique, mais aussi avoir donc des réponses. Et ces réponses, eh bien, c'est d'abord au niveau économique. Il y a aujourd'hui toute cette économie verte dont on parle, qui est excessivement importante. C'est des innovations, c'est des techniques nouvelles pour une meilleure gestion de l'énergie, pour l'utilisation tout ce qui est déchets dans justement la transformation énergétique. Il y a énormément d'innovations qui sont en cours, et là nous pouvons prendre en marche ce train. Mais aussi, ça c'est aussi bien sûr la qualité de vie, j'en ai parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'urbanisme, c'est la qualité de vie des citoyens. Il faut qu'on change tout cela. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle un petit peu, c'est l'effet indirect du changement climatique, où il faut aujourd'hui, dans l'urbanisation, dans les constructions, prendre en compte cette dimension et ne pas construire dans des zones chaudes, avec des techniques, avec des briques de 10 cm. Hein. Alors, vous avez le four l'été et vous avez le congélateur l'hiver. Une population ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Imaginez le coût énergétique si on veut demain refroidir ou réchauffer tous ces logements. Donc aujourd'hui, il y a des erreurs graves qui sont faites aujourd'hui. Aujourd'hui, au niveau de l'urbanisme, on doit encourager toutes les techniques qui permettent donc d'avoir la qualité dans l'habitat. Ouais. Alors justement, alors allez-y, mais juste une demi-seconde, mais concrètement, si vous êtes d'accord pour dire que le PJD est ultralibéral et que l'ultralibéralisme est une bêtise qui ne va pas dans le bon sens, si vous êtes d'accord pour vous inscrire dans la philosophie des autres alternatives démocratiques que sont le parti maltais, français, l'ex-parti serbe et ainsi de suite. Non, c'est même pas une alliance est-elle possible, c'est globalement, si vous arriviez à un score honorable qui vous permettrait de peser dans les prochaines législatives, parce qu'on sait que c'est forcément éclaté, les législatives, avec qui vous vous allieriez. Oui, non, alors d'accord, non, il y a le local, il y a le national. Ouais, mais je parle du national, moi, dès le départ, je vous l'ai dit, le local, il m'intéresse pas, parce que c'est trop tard. Non, mais je parle du local, Là, en parlant, j'ai parlé du local. Maintenant, le national, c'est tout à fait différent. On peut avoir localement, éventuellement, des possibilités de... Bon, maintenant, il y a des alliances, qu'on dit peut-être des fois contre nature, mais enfin bon, vous savez, la nature, elle évolue tellement. Ouais. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, le national est tout à fait différent. S'il y a une famille à laquelle nous appartenons, c'est bien la gauche. Alors quand je dis la gauche, où se situe la gauche? Peut-on toujours appeler certains partis de gauche quand on voit leur pratique? Tariq Baj, maire d'Agadir, coordinateur de la commission préparatoire du parti alternatif démocratique. Il reste peu de temps avant les communales, hein, c'est à peu près un mois et demi qui nous sépare de cette échéance. Quels sont les territoires, ou en tout cas où vous allez vous représenter, ou en tout cas vous allez couvrir par le biais de gens qui sont aux candidats justement avec vous dans ce parti? Est-ce que vous allez pouvoir couvrir, par exemple, tout le territoire national en un mois et demi? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? Aucun parti aujourd'hui ne peut couvrir. Je pense qu'il y a 24 ou 25 000 élus locaux. Je ne vois pas aucun parti ne peut réaliser ce score. Il y a, je sais, un seuil de 10%, je crois, pour avoir droit au remboursement au niveau des campagnes électorales. Bon, maintenant, le problème qu'il y a, c'est c'est vrai, est-ce qu'on va être reconnu? Ça, c'est la question. Est-ce que pour les prochaines élections, l'Alliance démocratique figurera-t-elle parmi les partis reconnus? Ça, c'est une question qui se pose. Donc, l'objectif, c'est d'essayer de couvrir, et puis surtout, nous avons de couvrir quoi exactement? Comment? Vous couvrirez quoi comme région? Écoutez, aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire avec précision, parce qu'on n'a pas encore décidé, mais par principe, je peux vous dire que déjà, il y a pas mal de communes qui sont gérées par nos camarades au niveau national, qui vont nous permettre de couvrir donc un certain nombre de communes au sud, au nord, au centre. Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que ça apparaîtra beaucoup plus clairement d'ici 3 semaines.
Ouais. Shakir. Oui, alors j'aurai une intervention à deux niveaux. La première va concerner la question effectivement on vous dira à chaque fois, vous êtes le 35 ou 36e parti politique, donc finalement vous êtes un parti. Oui, après il y en a qui ne sont pas reconnus exactement de trop. Alors est-ce que véritablement quelque part vous inscrivez dans une optique probablement de régionalisation, c'est-à-dire qu'il y a un projet qui arrive, il va y avoir beaucoup de compétences, beaucoup d'attributions de compétences justement à gérer. Quelque part, est-ce que votre parti se prépare à mieux aborder, puisque votre programme aussi le dit, il y a une vraie volonté un petit peu de segmenter cette ville et de la voir sous un regard de gouvernance nouvelle. Est-ce que le projet de régionalisation vous sied? Et sur un deuxième niveau, la région d'Agadir et surtout Souss Massadra souffre beaucoup de chômage. C'est un chômage qui est assez profond au niveau des jeunes. Le tourisme crée peu d'emplois. Vous citez l'enseignement, vous dites qu'il faudra améliorer la situation. Est-ce qu'on peut avoir d'autres termes que le mot améliorer la situation? Bon, écoutez, d'abord, le chômage, non, la région Souss Massa n'est pas la région où il y a le plus de chômage au Maroc. Au contraire, elle est située parmi les régions, disons, où le taux de chômage est inférieur à 10%. Bon, ça reste trop. 9%, 8%, ça reste énorme. On est tiré essentiellement par l'agriculture, ce qui n'est pas forcément rémunéré, comme on l'a vu à travers les chiffres du HCP. Les chiffres du HCP démontrent effectivement qu'il y a plusieurs personnes effectivement dans ce pays qui travaillent dans les champs, dans le milieu agricole et qui ne sont pas rémunérés. Donc à partir de là... Alors là, non, attendez. Il y a 60% de personnes qui travaillent la terre, justement. Et donc justement, dans cette région de c'est-à-dire que les chiffres du chômage peuvent être dans certaines régions beaucoup plus faibles que dans d'autres, parce qu'il y a la prédominance du rural sur le urbain. Non, alors là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Parce que dans la région d'Agadir, les exploitations qui se sont développées ces dernières années dans le domaine aussi bien des légumes que des agrumes sont obligés de respecter un certain nombre de lois sociales. Donc de ce fait-là, c'est bien sûr c'est les salaires minimums, c'est bien sûr la protection sociale, c'est tout ça. Oui, mais ne parlez pas des exploitations organisées structurées. Non, mais dans la région d'Agadir, l'agriculture... Ainsi, je peux vous dire que 80% ou plus qui travaillent dans l'agriculture travaillent dans des exploitations modernes qui respectent les lois en vigueur, sinon ils ne peuvent pas exporter, tout simplement. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de lois sur dans la grande distribution, très exigeantes sur l'application sociale. Et donc, des efforts considérables sont faits dans ce domaine-là. Très bien, donc ça c'était par rapport au... Non, c'est pour vous dire, là, je pense que c'est pas... Maintenant, quand vous me parlez d'autres régions, aussi une agriculture traditionnelle... Justement, vous vouliez innover l'enseignement. Vous avez un regard spécial pour Agadir? Oui, écoutez, l'enseignement, tout d'abord, c'est l'implication des élus. Or, nous, aujourd'hui, au niveau d'Agadir, on essaye. Et c'est difficile parce qu'il y a un blocage au niveau des responsables locaux, au niveau d'enseignement. Nous avons une vision claire de ce qu'il faut faire. Nous intervenons. D'abord, la ville d'Agadir a cette propriété d'intervenir dans les écoles par des plans d'urgence, de remise à niveau, des installations, mais aussi pour pousser par exemple, des privés qui ont des projets immobiliers, tout simplement de construire des écoles, dans des écoles publiques, hein, je précise. Donc tout ça, si vous voulez, c'est comment arriver en tant qu'élu. D'abord, il y a l'école qui a un rôle important, mais à côté de l'école, parce que l'école, sachez que dans le système chez nous, il n'y a que les élèves travaillent une demi-journée sur deux. Une demi-journée de travail, l'autre ils sont livrés eux-mêmes. Donc c'est là le rôle de la mairie, comment arriver à encadrer ces jeunes en dehors des heures. C'est bien sûr à travers les équipements que nous réalisons, sportifs, mais aussi culturels, maisons de quartier. Tous ces équipements sont là pour essayer de prendre en charge les jeunes en dehors des heures de cours. Donc je pense que là, ce qu'il faut voir, c'est que l'éducation, c'est pas uniquement l'école, c'est aussi ce qui se fait en dehors de l'école. Et donc de ce point de vue-là, ce qu'il faut, c'est bien sûr revoir les programmes. Il faut que les programmes soient revus. C'est pas au niveau peut-être de la commune, mais on peut nous-mêmes inciter à ce qu'il y ait des programmes tout à fait différents pour permettre aux jeunes de s'épanouir. Mais aussi, c'est les infrastructures, c'est les conditions de travail. Quand vous avez des classes dans la montagne de Béjanou Agadir, Idaoutanen, où vous n'avez pas de porte, vous n'avez pas de fenêtre, et à 1h, 2h, il fait 7 degrés dans les classes, comment voulez-vous que les enfants puissent étudier dans des conditions pareilles? Donc d'abord, il y a les conditions de vie, les conditions de travail de ces jeunes. Alors il y a les jeunes urbains, il y a les jeunes ruraux
tout cela, si vous voulez, il faut une politique volontariste qui résolve un certain nombre de questions. Hein. Les enfants dans le monde rural, il faut un transport. Hein. Dans le milieu urbain, il faut une prise en charge. Il faut aussi un nombre d'enseignants suffisant. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez des classes à 50 enfants. Eh bien, comment voulez-vous que ces enfants puissent étudier dans de bonnes conditions? C'est des questions claires. Alors, tout simplement, il faut ajouter des classes là où il le faut. Il faut ajouter des enseignants là où il le faut. Et vous avez les moyens pour le faire? Comment? Vous avez les moyens pour le faire? Mais d'abord, ça, c'est la réalité de l'État. Ce qui n'empêche que nous, en tant que commune, nous investissons dans ce domaine-là et nous poussons le privé aussi à construire. Voilà. Très bien. Driss Jaidan, juste après on revient vers vous, Redouan Fdel. Driss Jaidan, alors bon, un énième, j'ai envie de dire, parti de gauche dans un paysage politique marocain qui compte une trentaine de partis, un parti qui se réclame de gauche, alors que la gauche se cherche, j'ai envie de dire, d'un point de vue idéologique, que ce soit au niveau national comme d'ailleurs au niveau international. Ça vous inspire quoi comme commentaire? On avait vraiment besoin de ce parti? On a toujours besoin d'un parti de gauche, de toute façon. Ça veut dire quoi justement? Justement, c'est parce que le problème, c'est que la gauche aujourd'hui, elle a deux problèmes. Le problème, c'est la réalité économique, le libéralisme, la mondialisation et la relation avec les pays étrangers. Comment est-ce qu'on peut être de gauche dans un contexte de financiarisation de l'économie, quand les lois de l'import-export dictent leurs propres règles aux entreprises, avec un droit qui commence à s'imposer sur le plan mondial, sur le plan communautaire avec l'Europe? Comment rester de gauche, c'est-à-dire rester fidèle à l'idée que l'État, le public et les entreprises nationales sont importantes. Au fond, qu'est-ce que c'est que d'être de gauche quand vous êtes, par exemple, sur la question de la voirie, de l'assainissement, quand vous êtes soumis à cette espèce de règle qui veut qu'on délègue en permanence à des entreprises privées, c'est-à-dire au libre jeu de la concurrence, c'est quoi être de gauche? Donc c'est pour ça que un parti de gauche qui reviendra en permanence sur cette idée qui m'est chère, que le public est important, l'enseignement public, les missions régaliennes de l'État, le fait qu'on s'occupe des gens et que le service public est fondamental pour mener une politique de gauche, ça me semble important, tant sur le plan local, sur le plan national. Il y a un autre point aussi, c'est la question de la démocratie. Au fond, un parti qui s'appelle Alternative démocratique, il parle évidemment à un électorat et en même temps, il parle à la gauche. En ce sens qu'il dit qu'il y a peut-être une crise de type partisane, une crise institutionnelle à l'intérieur d'un grand parti historique qui s'appelle l'USFP et qui précisément, comme beaucoup de partis, est dans une quête de pouvoir, dans une lutte pour le pouvoir, ce qui suppose aussi que la question de la démocratie se pose. Le PJD est en ordre de bataille, c'est pour ça que ça marche. L'USFP, parce qu'on est socialiste, idéologiquement, il y a l'idée de débat, il y a l'idée que si on n'est pas d'accord, on le dit, et ça pose problème aussi. C'est-à-dire que les crises à l'intérieur des partis socialistes sont des crises qui vont au fondement même de l'idée de démocratie, l'idée de pluralisme. Des grands partis de droite savent faire justement avec la discipline de parti. Or, la gauche, par définition, est toujours un peu indisciplinée. Je ne parle pas du communisme. Fort heureusement, il est mort et c'est très bien pour tout le monde. Mais la question sociale, la question du pluralisme, qui est une question qui est toujours discutée à gauche, fait qu'il peut y avoir des scissions, on n'est pas d'accord. Moi, ce que j'avais envie de savoir, c'est sur cette question, justement, du public, du service public, et puis est-ce que à l'intérieur d'Alternative démocratique, si on n'est pas d'accord, s'il y a du pluralisme, est-ce qu'on risque pas finalement toujours, comme par cycle régulier, de réactualiser l'idée qu'on peut aussi créer de la scission parce que la démocratie et le pluralisme, c'est pas forcément fait pour conquérir le pouvoir, c'est peut-être fait pour avoir des idées, beaucoup plus que pour s'inscrire dans une discipline quand il faut y aller tous, quand il faut suivre le chef. Tal Qabash, maire d'Agadir et coordinateur de la commission préparatoire du parti Alternative démocratique. Justement, une réponse par rapport au point qui a été soulevé par Driss Jaidan. Oui, je vous remercie. Donc, alors, le service public, nous sommes clairs là-dessus. Il faut un service public fort. C'est ce que nous faisons, nous, dans la gestion locale à Agadir, c'est d'essayer d'avoir un service aux citoyens. Donc ça, je pense, et ça, c'est justement ce qui nous démarque aujourd'hui de beaucoup de partis qui vont vers la facilité. Je délègue à un privé, on voit ce qui se passe après dans les grandes villes. Bon, la question justement de la démocratie du débat. Aujourd'hui, les choses changent. Aujourd'hui, vous allez sur Internet, vous pouvez circuler, voir toutes les informations que vous voulez, vous pouvez... Et à contrario, les partis sont bloqués, figés. Donc aujourd'hui, quand on parle de démocratie, d'abord démocratie interne. Il faut qu'on donne le droit à des militants dans le parti d'avoir des idées, disons, différentes sur des problèmes pas fondamentaux.
Moi, je pense que la notion, par exemple, de service public, c'est une question fondamentale sur laquelle... Bon, comment est-ce qu'on va le gérer, ce service public? Oui, on peut en discuter. Nous sommes dans une... le droit aux tendances au sein du parti. Ça a été d'ailleurs une des raisons de la création du groupe de Ahmed Zahedi, qui s'est battu pour cette démocratie interne au niveau du parti, avec les résultats qu'on a vus. Nous avons donc, mais aussi quand on parle de démocratie, c'est ouvrir le débat sur l'extérieur. D'ailleurs, aujourd'hui, les documents que nous sommes en train de finaliser par une discussion interne vont être rendus publics, et là, nous sommes aussi à l'écoute. À l'écoute, comment les gens perçoivent telle ou telle de nos idées. Est-ce qu'il n'y a pas des idées nouvelles que nous n'avons pas vues, qu'il faut intégrer? Donc, c'est là où je dis, on n'a pas la vérité, on a des principes, oui, ces principes sont immuables, si je peux dire, mais il faut le débat. En ce qui concerne, c'est là pour nous la démocratie telle que nous la concevons. Le débat permanent. Maintenant, effectivement, quand on prend des décisions, eh bien, il faut qu'elles soient respectées. C'est ça la démocratie, dans un parti. Il y a une démocratie, il y a une majorité, il y a une minorité, la majorité. Bon, maintenant, il faut aussi, je vous dis, intégrer la minorité dans les décisions. Aujourd'hui, il ne suffit pas de dire on a des tendances, c'est-à-dire aussi quelle représentativité au niveau national. S'il y a des tendances, eh bien, il faut qu'elles soient... Mais nous sommes aussi dans une étape de régionalisation. Et nous avons un parti centralisé. Les partis sont centralisés. Non, il faut qu'il y ait une espèce de fédéralisme au niveau des partis. Qu'il y ait des fédérations qui regroupent la division régionale, donc des fédérations qui ont une certaine autonomie de décision. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi fondamental. De même qu'au niveau culturel, eh bien, il faut absolument qu'à ce niveau-là, que l'on puisse renforcer cette diversité culturelle de notre pays, qui est une richesse. Bon, il y a la langue arabe, il y a la langue amazigh. Alors tout ça doit être absolument promu. Bon, malheureusement, au niveau du système, au niveau de l'éducation nationale, dans les régions, même chez nous, dans la région, eh bien, il n'y a pas de professeur en langue amazigh. Donc ça prouve bien qu'il y a aujourd'hui un décalage entre les souhaits et la réalité. Ardan Fdal, vous voulez réagir? Oui, réagir parce qu'il y a eu des mots utilisés comme ultralibéralisme qui sonnent bien populiste, c'est-à-dire l'idée finalement, l'ultralibéralisme, le mot qui fait peur, le mot qui va bien. Moi, je considère pas que ce gouvernement, et d'ailleurs dans lequel il y a le RNI, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont dans le concret, qui sont dans le travail pragmatique, soit versé dans l'ultralibéralisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a les réalités, comme l'a dit Doris, les réalités économiques, et puis les réalités de l'État, comme l'a dit aussi de la situation de l'État, comme l'a dit Sitalek Kibaj. Parce que au final, qu'est-ce qui se passe dans notre société d'aujourd'hui? C'est que effectivement, il y a des réalités à prendre en compte. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dresser des ponts pour le privé, mais il s'agit aussi de dresser un constat, c'est que le public est défaillant. C'est que le service public est défaillant, c'est que l'État était défaillant dans toutes ses missions. Il a eu des dizaines d'années pour mener à bien à la fois une politique de l'éducation et de la santé, et finalement il n'y a rien eu, il y a eu plutôt du gaspillage de l'État et de la perte de temps, et ce temps il nous coûte aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, c'est pas de voir qui c'est qui tant le privé que le public, c'est comment atteindre des objectifs. Et aujourd'hui, la place pour le public, elle est encore là, c'est pas le privé qui la prend, c'est le public qui ne remplit pas son rôle. Il y a de la place aujourd'hui pour de l'école publique, pour de la santé publique. Encore faut-il que l'État soit présent. Et donc, comme vous disiez tout à l'heure, je vous disais, c'est la facilité que de déléguer. Pas forcément, parce que aujourd'hui, quand on s'attribue soi-même en tant qu'État ou en tant que commune des actions de service ou des missions de service public, encore faut-il se fixer des objectifs, les atteindre, avec quels moyens, avec quels résultats. Parce que vous parliez tout à l'heure, on en parlait en aparté, il y a une problématique de moyens humains, il y a une problématique de gouvernance, il y a une problématique aussi de probité dans la gestion de la chose publique. Et ça aussi, c'est une réalité que d'autres pays en Europe ont vu aussi, cette inflexion très à gauche se réorienter plus au centre, marqué aussi par le saut des réalités. Parce que si vous voyez aujourd'hui, que ce soit pour le Parti socialiste ou même la plupart des partis européens de gauche ont fait aussi un basculement vers le centre. Pourquoi? Parce que idéologiquement, ils ont pris en compte les réalités. Mais si on veut rester dans l'idéologie, le dogmatisme, bien entendu, on restera encore
avec notre service public, avec notre santé, avec notre éducation encore pendant 40 ans. Tariq Rbaj, aussi un autre point sur lequel j'aurais souhaité avoir votre réaction, c'est votre démission de l'USFP. Vous êtes le seul aujourd'hui à avoir démissionné. Est-ce que vous trouvez ça normal, alors que d'autres personnes qui se trouvent encore aujourd'hui au sein de l'USFP veulent vous rejoindre au sein d'Alternatives démocratiques? Est-ce que c'est tout à fait logique que vous soyez le seul à avoir démissionné? Le seul député. Je suis le seul député à avoir officiellement démissionné. Ouais. Oui. C'est normal. Je vous laisse le soin de répondre à la question. Moi, je vous la pose, hein, puisque vous êtes là, je vais en profiter. Hein, puis, je sais, c'est un peu difficile. Écoutez, moi, je trouve que c'est pas normal. Hein. Il faut des fois avoir le courage de ses opinions et les défendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui veulent vous rejoindre au sein de ce nouveau parti, entre guillemets, n'ont pas eu ce courage. Bon, je ne sais pas. Chacun est libre de répondre. Hein. Moi, en tout cas, je le regrette. Est-ce que ça ne vous inquiète pas pour la suite des événements? Je le regrette. Par rapport à leur engagement. Je le regrette. Ouais. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la création de l'Alternative démocratique, c'est qui? C'est des anciens de l'USFP. Oui. Mais c'est aussi des gens de gauche, qui parfois, des gens d'autres partis d'ailleurs, qui nous rejoignent, mais aussi des citoyens, qui n'ont jamais adhéré à aucun parti, et qui sont de gauche et qui veulent nous rejoindre parce que je pense qu'on est en train d'ouvrir une lucarne d'espérance. Hein? Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est ça ce qui est fondamental, c'est de redonner espoir. Beaucoup de responsables qui sont en rupture de banc avec l'USFP nous ont pas encore rejoints pour des raisons qui les concernent. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir un débat, de les interviewer, qu'eux se positionnent et expliquent leur position. Moi, je pense que ça, c'est fondamental. Je voudrais quand même revenir sur une histoire du débat. L'entreprise privée, elle a sa place dans le pays. C'est elle qui est le moteur de la création de richesse. Je vous ai donné le cas de l'agriculture dans le Sousse. C'est important ce que je vous ai dit. Allez sur place, vous verrez des entreprises gérées de façon très moderne, avec le respect des droits sociaux, humains, etc. Voilà. Donc ce n'est pas ce capitalisme absolument de Dickens, etc. Non, nous ne sommes pas dans ce siècle-là. Donc, il y a une évolution. Maintenant, il y a des choses qui ne se donnent pas. Si aujourd'hui le service public est boiteux, c'est parce qu'on n'a jamais eu cette volonté de donner les moyens à ce service public. La ville d'Agadir aujourd'hui est une ville qui peut payer plus de cadres, plus de fonctionnaires, avec même de meilleurs salaires. Mais c'est la réglementation, c'est la loi, c'est la tutelle qui nous empêche, tutelle et d'intérieur et des finances. Le modèle des SDL que nous avons adopté ici à Casablanca, pour vous, est-ce que c'est un modèle Je ne savais pas qu'à Casa, il y avait des SDL. Bon, excusez-moi, je viens de l'apprendre. En tout cas, on a j'ai un nouveau concept de la société de développement local. Nous avons, nous, une vision de la SDL. La SDL doit être l'émanation réelle et la volonté, traduire une volonté politique réelle. La SDL, c'est la façon de gérer, sans les entraves administratives, d'un service public. À Agadir, nous l'avons mis en relief dans ce qu'on appelle le plan communal de développement, mais nous avons eu dans la mise en place des blocages de la part de la tutelle, justement. Et c'est là le problème. Alors aujourd'hui, nous sommes à la veille de créer une SDL pour la gestion de tout ce qui est transport public, mais aussi les grands aménagements urbains dans la ville d'Agadir, qui sont liés au plan de déplacement urbain. Bon, le problème, c'est c'est un problème de gouvernance. Comment ça va être géré? Qui va gérer? Comment? Hein? Alors c'est bien beau. Ici, la SDL, allez voir la SDL. Qui est le patron de la SDL? Comment les cadres sont-ils choisis? En Europe, dans les pays développés qui ont adopté ce système de société d'économie mixte, on appelle ça des économies mixtes dans certains pays comme la France, eh bien, le choix des responsables est du ressort des élus. C'est eux qui vont faire appel qui vont choisir, qui vont nommer et qui vont contrôler ceux qui vont gérer. Donc, ça doit être géré comme une société privée, mais à plutôt d'État. Et pour nous, tous les services de la ville doivent être gérés de cette façon-là. Excusez-moi, prenez un pays comme l'Allemagne, un pays qui est profondément capitaliste, eh bien, dans les communes, tous les services sont liés, sont gérés par des sociétés d'économie mixte avec une holding qui gère l'ensemble. Il y a celles qui perdent de l'argent comme le transport, il y a celles qui en gagnent comme la distribution de l'eau, et l'une donne à l'autre, ce qui permet d'avoir aussi des services publics attrayants et de qualité à des coûts appréciables et acceptables
par les citoyens. Et puis surtout, effectivement, de pouvoir, telle une comptabilité analytique, savoir exactement ce que coûte chacun des services. Absolument. Moi, je voudrais, pour conclure, parce qu'on parle souvent ici, avec Driss et tous les autres chroniqueurs, de la réforme du champ politique, parce que c'est vrai qu'il y a une désaffection du citoyen pour le politique. Oui. Et dans votre nouveau mouvement, quelle place vous comptez octroyer à la fois aux jeunes et aux femmes, et puis surtout, finalement, sur cette histoire de non-démission des députés actuellement, pour lequel vous nous avez fait part de votre amertume, ne pensez-vous pas que finalement au Maroc, on est toujours avec très peu d'hommes de conviction et de principe, et toujours cette persistance des hommes politiques de pouvoir et de siège? Vous allez lui créer des ennemis, là, enfin. Non, écoutez, d'abord, je voudrais vous préciser une chose, c'est qu'il y a certains de mes camarades qui ont été exclus, en tant que députés. Oui. Donc ils sont exclus. Donc de fait, non, mais d'une manière générale, pas sur votre parti. Ils ne peuvent pas démissionner entre nous. Bon, aujourd'hui, il a la place des jeunes et des femmes. Bon, c'est bien beau les quotas, mais je pense que ce qui est important, c'est d'y croire. Or, en ce qui nous concerne, eh bien, nous considérons que les jeunes doivent avoir une place fondamentale. Et aujourd'hui, nous avons assisté dans nos partis à une espèce de blocage par le haut. Des gens qui arrivent à un âge très avancé et qui ne laissent jamais passer ou donnent la chance aux jeunes. Alors ce qui est grave, c'est que je donne toujours l'exemple d'un des fondateurs de notre parti, qui est Abdelrahim Bouhabid, qui a été premier ambassadeur du Maroc, il avait 32-33 ans, ministre des Finances à 35 ans ou 34 ans. Bon, ces hommes-là ont apporté des changements fondamentaux dans l'économie nationale. C'était une autre époque. C'est une autre époque. Il n'y avait pas eu beaucoup de bacheliers, il n'y avait pas beaucoup d'hommes et de femmes instruits à l'époque. Oui, mais attention, vous avez aussi d'autres qui n'étaient pas bacheliers. Il y a plus de possibilités aujourd'hui. Oui, qui étaient autodidactes, et qui aussi ont pu accéder à des postes. Bon, ce qui est important aujourd'hui, c'est que dans un conseil, bon, écoutez, malheureusement, vous savez très bien que la vie a ses limites. Donc, si on ne prépare pas l'avenir, moi, mon souhait, c'est d'arriver à avoir des jeunes qui puissent reprendre le flambeau et continuer l'action que nous menons aujourd'hui à Agadir. Elle ne doit pas s'éteindre, cette action, elle doit continuer. Donc, il faut la place des jeunes. Il faut la place des femmes. C'est aussi quelque chose de fondamental. Donc, le problème qu'on peut toujours dire, est-ce que la femme a été préparée ou pas préparée? Est-ce que l'homme est préparé ou pas à ses responsabilités? C'est comme ça qu'il faut poser la question aussi. Parce qu'en fait, ça concerne hommes, femmes, jeunes. Sont-ils préparés à assumer des responsabilités? Donc, si on ne les assume pas, si on n'a pas cette opportunité, comment peut-on former les jeunes de demain, assurer la relève de demain? Pour moi, donc, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. Merci Tarek Qbaj, maire d'Agadir, coordinateur de la commission préparatoire du parti Alternative Démocratique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce matin, 9h49.